Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette quatrième webconférence de l'Azur Olympique Charenton. Le club a en effet initié un cycle de conférences durant le confinement à l'initiative d'Emmanuelle Geiger, sa présidente, et du comité directeur. Et ce soir, comme les soirées précédentes, l'objectif est de réunir des adhérents malgré l'impossibilité de se retrouver physiquement. Nous essaierons de poursuivre d'ailleurs à l'avenir puisque cette modalité de conférence à distance rencontre un succès au club. Nous vous remercions donc de votre présence malgré ce jour férié et très ensoleillé. Nous saluons également la présence de personnes extérieures au club qui nous font le plaisir de nous rejoindre, ainsi que de notre invité, bien sûr, médaillé olympique, qui s'exprimera tout à l'heure. Pour ce soir, pour cette conférence, Emmanuel a eu la très bonne idée de solliciter 3 Azuréens, qui sont Yvan Moreau, qui est coach demi-fond, Gilles et Omar, qui sont 2 athlètes assidus et impliqués. Leur point commun, c'est une grande culture sportive, une passion pour l'histoire de l'athlétisme et une très bonne mémoire, sûrement aussi. Ils ont choisi tous les 3 un thème que vous allez découvrir tout au long de la soirée. Ils vont nous parler d'un stade qui fait partie du patrimoine sportif et dont l'histoire est passionnante et qui se situe à 2 pas de chez nous. Il s'agit donc du stade Alphonse Chéron, où ont lieu les soirées de Saint-Maur, les célèbres soirées de Saint-Maur. Donc nous allons voir ensemble avec nos trois amis ce que sont les soirées de Saint-Maur, quelle en est l'origine surtout, pourquoi ça a tout d'un coup une popularité très importante, comment ça a été créé. On fera un petit focus sur les champions, les records, les anecdotes, les statistiques. Yvan nous lira le témoignage d'un athlète francilien de niveau national qui a beaucoup participé à ces soirées. Et puis, on reviendra un petit peu sur un épisode que sûrement certains d'entre vous ont suivi, puisque les soirées de Saint-Maur ont été en danger à la suite de travaux sur la piste. Et nous finirons avec notre invité, donc, qui sera avec nous tout à l'heure, qui est médaillé olympique et qui connaît parfaitement bien ces fameuses soirées sur la piste de Saint-Maur. Alors, pour commencer, juste ce stade, donc le stade Adolphe Chéron, et a été créé en 1920 pour accueillir. Donc la compagnie du stade olympique est créée en 1920 pour gérer et exploiter le site du stade. Sous la houlette d'Adolphe Chéron, le stade est construit entre début 1920 et mai 1922. L'inauguration de l'enceinte, qui peut accueillir alors 10 000 spectateurs, a eu lieu le 28 mai 1922 et le stade olympique a été rebaptisé Stade Adolphe Chéron en 1952. Vous voyez en dessous une photo de cette très connue entrée du stade. Alors, les soirées de Saint-Maur, elles ont une origine. L'origine, elle remonte à 1962 avec un record du monde sur le 3000 mètres steeple, sur le 3000 mètres qui a été battu à ce moment-là. À sa mort en 456. Ensuite, nous passons à la création des soirées de Saint-Maur. Alors, comment ça s'est créé, ces soirées? Donc, cela étant dit, donc, il y avait des bonnes bases, il y a un bon stade, il y a un très très bon athlète, une star de l'athlétisme qui vient y battre des records, donc bien sûr, ça attire, ça attire des regards et de la popularité. En 1964, son compère, Jean-Marie Vagnon, crée les courses nocturnes avec son coéquipier Michel Jazzy. Ils se connaissent très très bien. Jean-Marie Vagnon, athlète originaire du Nord, pensionnaire du club du VGA Saint-Maur, athlète de haut niveau, attention, entraîné par Alain Mimoun à l'époque, qui était champion olympique en 56 au marathon de Melbourne. Donc on voit sur la photo en bas à gauche d'ailleurs, c'est un championnat de France de cross et on voit Jean-Marie Vagnon avec les manches longues juste à coller au fameux Mimoun de l'époque. Donc pour vous dire qu'il avançait un petit peu quand même. Il réalisera sur la piste du stade Chéron, c'est pour ça qu'il tenait à cœur ce stade, donc 1 heure
et 39 secondes aux 20 000 mètres, parce qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup, hein, aujourd'hui, beaucoup moins. Il y avait du 20 000 mètres piste. Il devient recordman de France du 25 000 mètres piste en 1h18,45 et du 30 000 mètres piste en 1h35,36 en 1969. Ensuite, après ça, donc dans les années 70, les deux légendes de l'athlétisme français ouvrent les meetings au grand public, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de meeting pour tout le monde comme ça un peu partout, d'accord, laissant la possibilité de courir sur toutes les distances. Les nocturnes sont alors rebaptisées les soirées demi-fond de Saint-Maur, à l'époque, ça ne s'appelait pas les soirées de Saint-Maur, c'est les soirées demi-fond de Saint-Maur, et rencontrent très vite un immense succès. Les coureurs viennent de toute la France et même de l'étranger. À l'époque, bien entendu, la course, la course, c'est piste et cross. Il y a très peu de courses sur route. Les trails n'existaient pas, donc il y avait beaucoup de monde sur la piste. Son objectif est que chaque coureur, que ce soit du niveau départemental, au niveau national, voire international, vienne y battre son record. Un demi-siècle plus tard, Jean-Marie Vagnon donne toujours le départ. Plusieurs générations d'athlètes s'y sont succédés. Des records de France et du monde ont été battus sur cette piste mythique, encendrée à l'époque avant d'être en tartan. Et là, je vais laisser la parole à Omar. Donc Omar, on a bien compris, c'est une piste mythique qui a vu beaucoup de champions et beaucoup de records ont été battus sur cette piste. Alors, pour vous donner une idée, bonsoir tout le monde. Imaginez-vous quand même qu'à l'époque, les records du monde chez les Français, c'était, on va pas dire monnaie courante, mais il y en avait pas mal. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare, c'est vous dire. Et de plus, sur la piste de Saint-Maur. Alors, il y a eu ce fameux record du monde de Guy Dru. Tout le monde se rappelle de Guy Dru 76, plutôt les plus anciens. Je pense que les plus jeunes l'ont découvert à la télé, puisqu'il a fait après de la politique. Il y a aussi ce fameux Roger Kemener qui a quand même parcouru à la marche 100 km sur la piste en 9h23, 56. Et toujours Michel Jazzy, on retrouve Jazzy, Vadou, Vervout et Nicolas que nous parlait Gilles précédemment. On a aussi un record d'Europe à la perche, avant que effectivement Boubka et consorts viennent nous les piquer. Il date de 68 et le record d'Europe était de 5,37 à l'époque. C'est vous dire. Donc, slide suivant. On va voir les athlètes les athlètes nationaux et internationaux. Alors là, vous pouvez remarquer à gauche, alors c'est une figure mythique de l'athlétisme français qu'on a découvert en 68 à Mexico pour les plus anciens. J'ai eu la chance de la voir au départ du semi-marathon de Paris en 2003. Il y a aussi le fameux Carlos Lopez qui a gagné le marathon de Los Angeles en 84 à la surprise de tous. C'était pas lui le favori, mais c'est la première fois qu'un Portugais a gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et nous avions aussi Francis Larieux-Smith qui était porte-drapeau aux Jeux de Barcelone et qui a participé à plusieurs Olympiades. C'est vous dire. Et cette fameuse course de 84, on voit sur la droite Joseph Mahmoud, que j'ai eu la chance de voir en direct à l'époque, 16 ans. Voilà, et donc toutes ces personnes sont venues concourir à Saint-Maur avant effectivement d'aller à l'étranger. Sur la slide suivante, nous allons voir le mythique Sébastien Coe, 1,41,71 de mémoire, et qui est devenu aujourd'hui président du CIO. Alors, la petite anecdote concernant Coe, c'est qu'il a été champion olympique en 80 à Moscou et 84 à Los Angeles du 1500, alors qu'au départ, c'était un spécialiste du 800. Et pour aller plus loin, en 80 de mémoire, Coe combattait face à Ovett. Coe remporte le 1500, Ovett remporte le 800, qui est la spécialité de Sébastien Coe, et Coe va lui rendre l'appareil sur le 1500, où là, il va le devancer, et le 1500 était la spécialité de Ovett.
Et n'en déplaise à mes amis marocains, on va parler de Taoufik Makhloufi, Algérie, qui a été champion olympique 92 à Londres du 1500 et vice-champion olympique du 800 en 2012 et en 2016. Et sachez qu'avant d'aller à Rio, il a fait effectivement un test sur le 800 sur cette fameuse piste de Saint-Maur. Voilà. D'accord. Je voulais préciser, parce que je ne l'ai pas dit au départ, que vous pouvez poser des questions, bien sûr, en utilisant le chat qui est à votre disposition. Il est difficile de réactiver les micros de tout le monde, donc n'hésitez pas à soit faire des commentaires, soit poser vos questions directement dans ce chat, et je les poserai à nos conférenciers ou à notre invité tout à l'heure, ou des remarques aussi. Vous pouvez tout à fait nous partager aussi vos remarques. Merci Omar. Donc, on voit bien que… Je vais apporter quand même une précision qui est très, très importante. C'est la petite anecdote quand même que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais il y a Sébastien Coe qui était arrivé donc à Saint-Maur en incognito avec son papa, qui lui portait son sac, et il avait entendu parler de Saint-Maur et il savait que c'était rapide et qu'il y avait des bons concurrents, et il est venu comme ça en incognito à Saint-Maur, réaliser un moins de 3,40, il avait à peine 20 ans, donc Jean-Marie Vagnon le raconte très bien. Et quand Jean-Marie Vagnon a eu la chance d'aller au JO de Londres en 2012, il a croisé Sébastien Coe qui s'est parfaitement souvenu de lui avec sa silhouette, et donc qui lui a raconté qu'il se souvenait parfaitement de ce stade et de cette anecdote, et que Sébastien Coe, bon, avec sa classe mondiale et que tout le monde connaît, qui était quand même passé à Saint-Maur faire un 1500 moins de 3,40. Voilà. Très bien. Donc, on l'a vu, c'est une piste qui a vu passer de nombreuses célébrités de l'athlétisme et puis de grands champions. Yvan, de ton côté, toi, tu as fait un travail un petit peu de documentation, de documentaliste. Tu as beaucoup tu as fait des recherches dans tous les journaux que tu as gardés, les Athlérama, et tu nous as préparé quelques statistiques que je te laisse nous présenter, puisqu'elles sont assez éloquentes. Elles permettront à tout le monde un petit peu de mieux comprendre ce qui se passait sur ce stade. Oui, bonsoir à tous. Donc, effectivement, j'ai exploité les Athlérama. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les Athlérama, c'est un ouvrage qui sort depuis peut-être 60 ans. La dernière édition était en 2019. Malheureusement, ça n'a pas été prolongé. Et donc, chaque année, des statisticiens de la FFA notent un petit peu toutes les performances qui ont été faites. Donc, ce qui est fait aujourd'hui par informatique. Et bon, au départ, c'était fait sur cet ouvrage-là, qui sortait chaque année. Donc, arbitrairement, j'ai regardé 4 Athlérama de 4 années consécutives, de 4 saisons consécutives, 1983, 83, 84, 84, 85, 85, 86 et 86, 87. J'ai regardé donc les bilans nationaux de toutes les courses de demi-fond classiques. J'ai rajouté le 3000 mètres. Donc, ça va du 800, 1500 mètres, 3000 mètres, 5000 mètres, 10 000 mètres et l'autre 1000 mètres steeple. En regardant ces bilans, donc, qui retracent à peu près les 100 meilleurs performeurs chaque année, au-delà, on n'a pas le droit d'être dans l'Athlérama. J'ai regardé quel était le rang de la meilleure perf faite à Saint-Maur cette année-là, pour chaque saison. J'ai regardé aussi dans les 10 meilleurs performeurs français de l'année, combien avaient fait leur perf à Saint-Maur. Et j'ai regardé également dans les 50 meilleurs performeurs français de l'année, combien avaient fait leur perf à Saint-Maur. Donc, si vous regardez le tableau, on va essayer d'aller au plus simple. Et de toute façon, vous aurez la possibilité de le reconsulter après. Donc, on va regarder en jaune. Donc, en jaune, si vous regardez tout de suite la première colonne à gauche, en jaune, on voit par exemple sur la première zone, sur 5000 mètres, donc en 1984-85, la deuxième performance française a été faite à Saint-Maur. Donc, dans le temps de 13 minutes et 34 secondes 62 centièmes. Ça situe déjà un niveau d'excellence sur ces soirées. Si on regarde l'année suivante, la meilleure perf faite sur 800 mètres a été faite à Saint-Maur en 1,45,6. L'année suivante, c'est à nouveau la meilleure perf sur 5000 qui a été faite à Saint-Maur en 13 minutes 28 secondes 7, qui, sauf erreur, est le record du meeting sur 5000. On continue après sur la colonne suivante, donc en vert. Si vous regardez donc en vert, c'est l'étude sur les 10 meilleurs performeurs français de la saison. Donc on regarde à nouveau 84-85. Donc cette année-là, dans les 10 meilleurs performeurs français,
6 d'entre eux ont fait leur meilleur perf à Saint-Maur. Plus de la moitié. Si on descend sur le 5000, là c'est encore pire, mieux, 7 sur 10. L'année suivante, on en a encore 6 sur 10 qui ont fait leur perf à Saint-Maur. 3 seulement sur 5000. Et en 86-87, on en a 5, donc la moitié encore sur 800 mètres, et 4 sur 5000. Ça situe un peu le niveau d'élite. Alors, donc quand on dit les meilleurs bilans nationaux, c'est les meilleurs, y compris les internationaux. C'est-à-dire que dedans, il y a les gens qui font les championnats et qui ont aussi fait leur performance, parfois à l'étranger. C'est pour vous dire un petit peu la représentation de ce qu'étaient les soirées de Saint-Maur à cette époque-là. Ensuite, on regarde la colonne suivante, donc en orange. Donc là, c'est un peu plus global. Donc, c'est les 50 meilleurs Français. Donc, ça reste quand même de très, très bons athlètes. Et on regarde en 1984-85. Donc, sur les 50 meilleurs performeurs sur 5000 mètres, 24 ont fait leur perf à Saint-Maur. Donc, voilà, ça situe la moitié. L'année suivante, c'est 27 sur 50 qui l'ont fait à Saint-Maur sur 800 mètres. La même année, 21 sur 50 sur 5000. Et l'année suivante, vous avez à peu près les mêmes chiffres encore, donc, qui montrent que la moitié des performeurs ont fait leur perf à Saint-Maur. Je ne vais pas aller plus loin je ne vais pas trop vous saouler avec tous ces chiffres. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai choisi ces 4 années-là de manière un petit peu arbitraire, parce que c'est des années où on sait qu'il y avait une grosse densité, où il y avait vraiment un engouement pour ces soirées, mais sur les années 90, on a aussi des très bons chiffres, qui sont un peu moins forts, mais qui sont aussi très très bons, 2000 un peu moins bons. Mais voilà, c'est pour vous retracer un petit peu l'histoire un peu statistique des soirées de Saint-Maur. Une anecdote toujours avec Jean-Marie Vagnon, qui, une année, avait constaté qu'il y a eu plus de 100 qualifiés aux France. Donc par exemple, c'était moins de 3,50 à l'époque sur 1500 mètres qui avaient été faites à Saint-Maur en termes de performance. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu pour vous donner une vue statistique des soirées de Saint-Maur. Je m'excuse non pas auprès des femmes, mais auprès des gens qui s'intéressent à l'athlétisme féminin. J'ai fait mon étude seulement chez les hommes. Chez les femmes, on arrive à des chiffres équivalents. Juste pour information, il y a un record sur 800 mètres chez les femmes, la Saint-Maur, qui est de moins de 2 minutes. Il y a un record sur 10 000 qui est à moins de 32 minutes. Donc voilà, c'est pour vous. J'ai pas pu faire les deux en même temps. Enfin, j'aurais pu les faire. Je le ferai peut-être une autre fois. Mais voilà, c'est juste pour compléter cette information. Donc, en complément de ça, sur la slide suivante, voilà. Donc, je vais préciser, Yvan, oui. je t'interromps 2 petites minutes. Je vais préciser quand même que tu es aussi membre de la commission histoire de la FFA, ce qui explique aussi ton engouement. Je l'ai été, je le suis plus. Ouais, qui explique aussi ton goût pour les chiffres et les statistiques que tu as présentées tout à l'heure. C'est ça. Merci, Jeanne. Donc, la slide suivante. Donc, Gilles avait dans ses connaissances quelqu'un que certains doivent, parmi tous ceux qui sont là ce soir, doivent connaître aussi, parmi tous ceux de notre génération, on va dire. Donc, Alain de Pessigné, qui est un très bon coureur qui court encore, moi, je l'ai couru avec lui quand il était vétéran, j'étais senior, qui courait très très bien en vétéran encore, et puis qui a eu de très bonnes performances. Regardez, donc il a fait une 49,2 aux 800 mètres. Il a un record à 3,41,5 sur 1500 mètres fait à Saint-Maur en 1983. Et donc, on lui a proposé de témoigner tout simplement, voilà, on va dire, de ce que représentait Saint-Maur pour lui. Donc, je vais vous lire quelques petits passages. Alors, excusez le ton, c'est volontaire. Hein, Saint-Maur, c'est vraiment quelque chose d'important pour beaucoup de personnes. Donc, à Saint-Maur, dans les années 80, 1980 pour les plus jeunes. Donc, l'athlétisme dans les années 1980, c'était simple. Il y avait la saison hivernale avec les crosses et le championnat de France comme point d'orgue, et la saison estivale uniquement tournée vers la piste. Pas ou peu de courses sur route, pas de trail. Donc, la question était combien tu vaux au 800, au 1500, au 5000, et non sur un 10 km route, un semi. Donc, pour Alain, pour préparer les France de piste, la solution, alors il était francilien, mais il n'y avait pas que lui, qui venait à lui, c'était les soirées de Saint-Maur, où il allait chercher la performance. Donc il répète, grâce à Jean-Marie Vagnon, les mercredis de Saint-Maur étaient l'assurance du coureur international au coureur régional.
il y aurait une course à son niveau et donc la possibilité de battre son record personnel. À titre d'exemple, il n'était pas rare que même en valant moins de 1,50 sur 800 mètres ou 3,45 sur 1500, on se retrouve quand même en seconde série, car chaque semaine, 3 ou 4 des meilleurs Français se présentaient sur le petit stade encaissé, les champêtres, donc, où Michel Javy avait battu de nombreux records du monde dans les années 60. Il y avait parfois 15 séries de 800 mètres, autant pour le 1500 mètres, et souvent la dernière course se courait après minuit. Voilà, donc ça, c'est un témoignage que d'autres auraient pu faire avec un niveau moindre. C'est véritablement on va dire l'ADN de Saint-Maur, hein, même dans les années 90, même 2000. Les soirées se terminent tard, les nombres de séries est très important. Mais voilà, là, on a vraiment un témoignage de quelqu'un qui a couru un très bon niveau et qui atteste de cette réalité. Alors, Alain nous a fourni également des coupures de presse. Alors, un petit peu les coupures de presse témoins. Donc, vous voyez en haut l'équipe athlétisme. Donc là, il y a une première coupure, la plus petite là, qui est une coupure qui fait état d'une tentative d'un très bon athlète de l'époque, le meilleur junior de l'époque, qui était un athlète très en vue, qui était, on va dire, le protégé de Michel Javy. Il y avait une forme de relation de filiation en termes de performance envers cet athlète. Et donc, tout simplement, dans l'équipe, le jour même, il y avait un article pour annoncer que ce junior allait faire un 1500 mètres à Saint-Maur, avec voilà, donc une mise en perspective tant de l'athlétisme, tant du demi-fond et tant des soirées de Saint-Maur dans le quotidien sportif français. Et puis le lendemain, on avait un compte rendu détaillé de la course, avec là, dans le cas présent, on titrait sur la performance faite par Dominique Bouchard, avec un détail de la course. Alors, vous aurez l'occasion de la lire. On montre bien un petit peu que c'était pas des courses que pour s'amuser, que là, les meilleurs seniors attendaient un petit peu le junior au coin du bois, et que voilà, c'est une vraie course où il n'a pas eu l'occasion de gagner la course. Et il a notamment vu quelques vieux briscards lui passer devant dans le dernier tour, donc, dont Alain de Pessémier, donc, qui avait vraisemblablement conservé cette coupure de presse en souvenir, puisqu'on voit qu'il apparaît en 4e place de ce 1500 mètres, donc, dont le deuxième est Pascal Thibault, qui a une très grosse carrière après sur 1500 mètres et 5000 mètres. Voilà, donc ça, c'est un premier exemple de coupure de presse qui nous a été envoyé par Alain, donc, qui corrobore un peu aussi les informations statistiques qu'on a pu voir avant. Et donc, en deuxième coupure, donc toujours là, voilà. Donc là, on est en 79. Donc en 79, voilà, on a un athlète qui s'appelle José Marajo, qui était un athlète très fort. Alors pour la petite histoire, c'est un athlète qui a brillé en demi-fond sur 800 et 1500 mètres. C'est un athlète qui valait 14 mètres au triple saut en cadet également. Là, c'est pour situer un peu la qualité athlétique de José Marajo. Et donc, ce jour-là, à Saint-Maur, il a battu le record de France, 800 mètres, donc alors en 1 minute 43 secondes 9. Donc pour ceux qui ont suivi tout à l'heure, c'est le même temps que Taoufik Makhloufi en 2016, quelques semaines avant son podium olympique. Donc José Marajo, ce jour-là, donc aux soirées de Saint-Maur, dans une course bien menée. Alors, c'est décrit dans l'article, hein, menée par il a été emmené par un lièvre qui était le meilleur français sur 400 mètres à l'époque. Et en fait, José Marajo bat le record de France de près de 2 secondes. Il fait passer le record de France de 1,45,8 à 1,43,9. Forcément, un grand moment des soirées de Saint-Maur, où là, vraiment, on a de la qualité. Avec cette performance, José Marajo devient le 8e meilleur performeur mondial de tous les temps. Et puis son record a tenu jusqu'à ce que Pierre-Ambroise Bosse le batte, puisqu'il avait été seulement égalé fin des années 80 par Philippe Collard, 1,43,9 également. Donc voilà, donc c'est un petit peu un témoignage de la qualité statistique, de la qualité des performances qui ont eu lieu à Saint-Maur, qui ont perduré, qui peuvent encore perdurer de manière plus occasionnelle, mais qui restent encore d'actualité selon les années. Donc, merci Yvan. Ouais. Tu voulais ajouter quelque chose, pardon? Non, je voulais juste annoncer Gilles, mais c'est parfait. Ah oui, d'accord. Et en fait, voilà, j'allais justement annoncer que Gilles allait reprendre la parole, parce que on le voit, l'histoire est chargée pour ce stade. Il s'est passé beaucoup de choses sur ce stade. Et puis, il y a eu un épisode
un petit peu, qui a failli sonner la fin de cette belle aventure que Gilles va nous expliquer. Donc, il y a eu donc en 2016, hein, donc, les soirées de Saint-Maur sont mises en danger. Hein, donc, je parle, quand je dis les soirées de Saint-Maur, hein, je suis désolé, mais je ne vais pas faire l'égocentrique, mais on parle vraiment de l'athlétisme, hein, parce que c'est la piste qui est en danger, hein, pas le stade de foot. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2016 précisément? Donc en 2016, le conseil municipal de Saint-Maur, avec son député maire Sylvain Berrios, ont voté le 22 décembre 2016 l'élargissement du terrain de foot du stade Chéron pour répondre aux normes de la FFF au bénéfice du club de foot du Lusitanos et de la VGA foot féminin. Bon, très bien. Mais ce qui provoquerait la suppression de 2 couloirs autour de la piste et mettrait donc fin à son homologation et par conséquent aux soirées de Saint-Maur. Donc là, il y a très très gros danger. Au départ, quand tout ça s'est voté, fait, etc., dans un premier temps, ça ne réagit pas trop. Les travaux s'enchaînent. Après de multiples protestations, une pétition est ouverte par Philippe Kest et les athlètes du VGA Saint-Maur en septembre 2017. Elle est signée par plusieurs milliers de personnes, milliers de personnes. Voilà. Le stade Chéron accueille depuis plus de 40 ans les soirées de Saint-Maur, compétition de demi-fond bien connue des Franciliens et de nombreux coureurs en France. Donc c'est un tollé général. La contestation est relayée par la FFA, la LIFA, des personnalités et plusieurs athlètes de haut niveau jusqu'à Michel Zazie qui ne décolère pas. Il menace à un moment même de vouloir retirer les plaques qui sont à l'entrée du stade, là, celles que vous avez vues et que Omar a commenté tout à l'heure. En septembre 2017, la LIFA contacte Nicolas Herbonneau au journal L'Équipe pour un article. 2 octobre 2017, coup de gueule de Maryse Evan GP sur RMC. Le maire ne veut rien entendre. En novembre 2017, c'est l'élection d'André Giraud à la tête de la FFA. Parce que c'était la fin d'un mandat et puis l'élection pour un nouveau mandat. Donc en plus avec cette époque-là. Donc c'est un peu compliqué à bien s'investir dans le dossier. Ce qu'a fait donc le nouveau président élu André Giraud et qui aura plus de poids donc pour travailler l'écoute du maire actuel. Un compromis a enfin trouvé. Ce sera un terrain en synthétique, une piste de 6 couloirs rénovés. La piste est enfin sauvée. Plusieurs arbres sont enlevés. La piste est un peu moins à l'abri, mais Saint-Maur est sauvé. Slide suivante. Donc là, on voit donc, les travaux qu'on débute en 2017. Le nouveau stade et la nouvelle piste sont inaugurés au printemps 2018. Les soirées de Saint-Maur sont relancées. Donc on voit là, le jour de l'inauguration donc cette belle piste bleue qui est aussi derrière le fond de Jeanne. Et donc j'ai mis une petite image aussi de la fin des travaux pour voir un petit peu comment c'est fait. On voit bien sûr Michel Zazie avec la une de l'équipe, avec ses records, et vous voyez, il est toujours un très très bel homme. Ensuite, on voit ici donc le jour de l'inauguration, de gauche à droite, le sénateur Laurent Lafont, les champions Roger Quémeneur qui ont battu ici le record du monde. Michel Zazie, bien entendu, le maire de Saint-Maur, Sylvain Berrios, qui a quand même sauvé, hein, il a quand même maintenant participé à sauver les soirées de Saint-Maur, et les champions Guy Dru et Jean Vadou. Donc voilà, il y avait du beau monde sur la piste. Et je passe la main à mon ami Omar. Oui, Omar, tu vas nous expliquer un petit peu aussi, effectivement, depuis cette nouvelle piste, ce qui s'y passe en fait, en particulier pour nos Azuréens. Alors effectivement, on a eu j'allais dire, un petit trou de peut-être 1 ou 2 années de mémoire où on n'a pas pu malheureusement concourir sur la piste de Saint-Maur. Et en fait, quand on revient un peu à l'histoire, on disait à l'époque qu'il faut faire de la piste, du cross, de la piste, du cross, et on parlait moins de route. Et aujourd'hui, c'est aussi un peu la philosophie de notre entraîneur. Et même il y a 1 an, j'avais assisté à un colloque avec Paula Radcliffe, avec Christelle Donnet, qui disait il faut aller sur la piste. Et effectivement, depuis quelques années, mais maintenant de plus en plus d'athlètes de l'Azur ont adopté, en fait, ont commencé à
à concourir de plus en plus en nombre. Sur cette piste, on voit, il y a eu sur le 800 les Èves, les Oksana, sur le 1500, je vais encore parler des filles de Colline et de Marine. Après, on peut retenir Mathéo. Sur le 3000, sur le 5000, il y a eu Mélanie qui a obtenu, il faut le retenir, une qualification l'année dernière pour les championnats de France, hein, qui se sont de mémoire déroulés à Saint-Étienne. Voilà. Et donc, effectivement, nous sommes de plus en plus nombreux à y aller, à battre nos records. Si je me souviens, Thomas aussi a battu son record. Xavier, sur 800, a battu son record. Il y a eu aussi Jean-Baptiste. Et je pense que pour pouvoir s'améliorer, je pense qu'il est indispensable de passer par cette étape et par cette piste mythique. Et voilà, et moi j'ai un souvenir extraordinaire, c'est en juillet 2015 où ce soir-là, je vois Ève, que je connaissais pas, qui fait le lièvre qui fait le lièvre de Laura et qui fait un temps canon sur 5000. Je vais concourir 20 minutes plus tard et je m'approche de 3 secondes de ce propre chrono. Je peux vous dire que ce soir-là, j'étais un peu comme un jazzy dans les étoiles aux côtés de Jean-Jacques et d'autres. Voilà, c'est les petites anecdotes sur les athlètes de l'Azur Charenton à Saint-Maur. C'est très sympa parce que tu nous fais vivre généralement ces soirées sur Oh. le WhatsApp et on peut partager jusqu'à tard le soir cette aventure des Charentonais. Ouais. Et il est vrai que c'est on refait le match et il nous est arrivé l'année dernière et Choukri est témoin puisque Choukri était notre correspondant permanent, notre caméraman attitré jusqu'à 1h du matin. J'avais envie de tirer les oreilles à Wilfried et à Gilles parce qu'il est vrai que, mais bon, c'est des moments inoubliables, hein. On reconnaît que c'est vraiment de très beaux moments. Alors Gilles, maintenant je vais te laisser présenter notre invité parce qu'on attendait Alors, j'ai juste une avec… petite remarque à Oui, faire, hein. Donc, la dernière photo en bas à droite, hein, donc, on n'a pas trouvé de coureur de la Haut-Charenton, qu'on en a fait un photomontage. C'est pour ça que Mathéo a les 2 pieds décollés du sol, hein. il vole. C'est une plaisanterie. Bon, alors Gilles, tu nous présentes maintenant notre invité puisqu'on a hâte de Oui. faire sa connaissance pour ceux qui Alors, ne le connaissent donc, pas encore. Alors, il faut que présenter- j'active son micro ou que Joe, tu actives ton micro. Vas-y, c'est bon. Alors, donc là, on a l'immense plaisir donc d'accueillir avec nous notre vice-champion olympique du 3000 mètres steeple au JO de Los Angeles et recordman d'Europe de la discipline en 18 ans. Avant de donner la parole à Jo, donc je voulais dire, bon voilà, on a quand même un lien un petit peu particulier parce que moi j'ai passé mon enfance à Vigneux-sur-Seine dans l'Essonne et c'est là que j'ai connu Jo et sa famille. Moi j'étais très ami avec son frère, Samir, le regretté Samir. Et donc déjà à l'époque, donc il avait des qualités naturelles intrinsèques invraisemblables puisqu'il mettait des mines à la course à pied à tous les gamins du quartier, voilà. Et moi, je me souviens, j'ai quelques anecdotes comme ça, où moi, je me souviens quand on jouait au football en bas, dans le quartier sur l'herbe, et on voyait Joseph partir à l'entraînement. Il y a Radouane Booster, le fameux Radouane Booster aussi, grande star de la clé. Il venait, qu'il sifflait. Joe, il descendait. Il partait à l'époque courir à Viry. Donc, je crois qu'il y avait 6 ou 7 kilomètres. Partant courant et pas à un rythme à 10 à l'heure. Et ensuite, ils faisaient leur séance. Et une fois qu'ils avaient fait leur séance, ils revenaient en courant. Voilà, donc je me souviens de ça. Donc, Jo, je vais arrêter de parler. Je te laisse te présenter, de nous donner ton palmarès et de nous dire aussi comment tu es venu à l'athlétisme. Ok, merci. Bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir de retrouver Gilles, puisque c'est vrai, comme il l'a dit, on s'est connus gamin. Bon, lui était encore plus jeune que moi. On s'est connus, on avait 11 ans à peu près. Moi j'avais 11 ans, lui il avait un petit peu moins. Je crois qu'il avait encore des couches à l'époque. Oui. Donc j'étais plus ami, c'est vrai, avec son frère avec Ben qui ensuite a été directeur des sports à Vigneux. Alors donc j'ai été vice-champion olympique du 3000 mètres steeple à Los Angeles en 84. J'ai été recordman d'Europe du 3000 steeple pendant 18 ans en 8,07,62. Et j'ai été 8 fois champion de France du 3000 mètres steeple.
35 sélections d'équipe de France. J'étais capitaine de l'équipe de France pour la Coupe d'Europe à Moscou dans les années 83 peut-être. Voilà, donc, et puis après, j'ai été champion de France pas mal de fois par équipe avec Marignane. Voilà, donc je faisais cross et piste. Alors, mes débuts dans l'athlétisme, c'était un peu le hasard, hein, comme dit Gilles, c'est que nous, on jouait plus souvent au football en bas de la maison que courir. Hein. C'est vrai que bon, on n'avait pas encore. Pourtant, on avait un stade qui était juste derrière l'école, on avait notre bâtiment, il y avait l'école primaire et le stade juste derrière. Et c'est lors d'un cross scolaire que j'avais 11 ans, hein, j'ai été repéré par le coach, l'entraîneur du club d'athlétisme de Vigneux-sur-Seine, donc dans l'Essonne, André Goupil, voilà. Et puis j'ai commencé, voilà, mais j'allais au stade surtout pour essayer de m'amuser. J'avais des copains, on touchait un petit peu à tout. Voilà, j'ai pas été le meilleur dès le départ. J'avais des qualités, mais bon, voilà, je n'étais pas le meilleur. C'est un beau palmarès quand même. Merci. Gilles? Oui, après, donc, tu es venu à l'athlétisme grâce à un cross scolaire. Ensuite, donc, tu es passé du CSM Vigneux ou SV Vigneux donc au grand club de l'époque de l'Essonne qui était Viry-Châtillon, voilà, une ville très sportive avec un grand club, donc avec une équipe assez forte. Donc, est-ce que après tu peux nous expliquer un peu comment t'es monté crescendo dans ta carrière à partir de Viry-Châtillon? Alors, ça a commencé un petit peu avant Viry-Châtillon, puisque donc j'ai commencé, j'avais 11 ans, et c'était les années 67, 68. Et donc j'ai fait des crosses, j'ai fait des courses sur piste, j'ai fait pas mal de demi-fonds. Je touche à tout, hein. Je faisais un peu de haie, je faisais un peu de longueur, on faisait du 100 hauteur, on faisait des petits triathlons quand on est en compétition. Il y avait soit une course longue, c'était le 1200 mètres, un saut à lancer, soit c'était un sprint, saut à lancer toujours. Donc voilà, on touche un petit peu à tout. Alors moi, ma carrière, elle a commencé un peu, enfin à un certain niveau, ça a commencé. D'abord le slip, c'était un peu un hasard puisque j'étais KD1 et de temps en temps, on allait aux soirées de Melun. C'était pas les soirées de Saint-Maur encore, c'était les soirées de Melun. Il y avait des soirées comme ça de temps en temps, il y avait quelques-unes dans l'année. Et donc, j'étais parti avec tout le club pour faire un 1500 mètres plat. Et arrivé sur place, il n'y avait pas de plat, il n'y avait pas de 1500 mètres, il y avait juste un 1500 mètres au slip. Donc, notre coach qui nous dit, bon, on n'est pas venu pour rien, vous allez on est 3 ou 4 athlètes qu'on était, on a dit, on va refaire le slip. Donc, j'ai fait le 1500 slip, sauvé par ma technique sur les barrières, puisque quand j'étais gamin, quand j'allais au stade, je faisais beaucoup de haies, donc j'avais une assez bonne technique. Bon, la rivière, je maîtrise un petit peu moins, mais voilà, et je fais un bon temps. J'ai dû faire 4,32, je crois, qui était pas la meilleure, mais dans les 10 meilleurs français, quoi. Donc, je m'étais dit, putain, c'est pas mal. Enfin, mon entraîneur m'a dit, c'est pas mal, on va essayer de continuer sur le skip. Donc, l'année d'après, je suis champion de France FSGT, cadet toujours, j'étais cadet deuxième année. Et au chemin de France FFA, je n'étais pas le favori, hein, j'étais dans les favoris, mais je n'étais pas le favori. Il y en avait 2 ou 3 qui étaient bien meilleurs que moi. Et dans la dernière ligne droite, sur la dernière barrière, alors qu'on était 4 à attaquer la dernière ligne droite, le 3 à ma gauche qui me devançait de 2-3 mètres, qui était à ma gauche, qui eux commençaient aussi à disputer le sprint. Moi, je m'étais un petit peu décalé parce que je voulais passer la barrière dans des bonnes conditions. Et les 3 qui me devançaient, donc à 70 mètres de l'arrivée, sont tombés. Il y en a un qui est tombé, qui a trébuché, qui a entraîné 2 autres dans sa chute, et je suis devenu champion de France cadet comme ça. Donc c'est le début des stages nationaux. J'avais rejoint aussi l'équipe de France junior première année pour un match. Bon, je n'avais pas couru, mais j'étais remplaçant. Voilà, et puis la carrière a commencé comme ça. Très bien. Et du coup, Joseph, puisque c'est un peu le thème de notre conférence de ce soir, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que les soirées de Saint-Maur ont représenté pour toi et nous donner peut-être quelques anecdotes ou tes souvenirs marquants de ce stade? Alors, curieusement, je n'ai jamais fait de steeple à Saint-Maur. Je n'ai jamais eu besoin de faire un steeple ou un test parce que il y avait les meetings internationaux, donc j'y allais plus pour faire des 1500 ou des 3000 parce que c'était dans ma préparation. Je ne sais pas si Gilles l'a dit tout à l'heure, mais pour représenter ce qu'étaient les soirées de Saint-Maur, c'est que quand Michel Jazzy a essayé de battre le record du monde du 2000 miles, je crois, on avait coupé les journaux télévisés pour passer la course en direct. Hein. Donc, on voyait l'importance déjà de la coupe du lieu et bon, Michel Jazzy aussi sur sa renommée. Moi, j'ai commencé très tard. J'ai commencé au début des années 80.
Curieusement, pas quand j'habitais la région parisienne, puisque j'ai quitté Vigneux et le club du Racing où j'étais à l'époque. Je l'ai quitté en 1980. Et c'est surtout après que j'ai commencé à courir à Saint-Maur. Parce qu'à Marignane, il n'y avait pas beaucoup de courses. C'était assez pauvre en termes de courses. Marignane en organisait quelques-unes, mais ça ne suffisait pas. Moi, je faisais des tests aussi à Marignane sur 1500, souvent en début de saison. Et pour moi, l'opportunité, c'était comme j'habitais pas trop loin de l'aéroport à Marignane, je prenais l'avion. Alors, je prenais l'avion en début d'après-midi. Je déjeunais chez moi. Je faisais mon petit repas de sportif chez moi. Je prenais l'avion. J'arrivais à Saint-Maur. J'avais avec moi ma petite collation parce que les soirées de Saint-Maur, c'était parfois ça pouvait terminer à minuit. Quoi. Il y avait des séries énormes des fois, donc j'avais ma collation avec moi. Et en fonction de l'heure de la course, bon, je prenais ma collation, j'arrivais sur le stade, je m'installais. Alors normalement, ça commençait, je crois, à 20h, les soirées, 19h ou 20h. Et en fonction des séries, c'est vrai qu'il y avait parfois 10, 12 séries, quoi, de 1500 mètres. Bon, nous, on avait la chance de passer en premier, donc ça allait bien. La première série était toujours réservée aux tout meilleurs, enfin aux tout meilleurs, bien que j'étais pas encore un très grand coureur de 1500. Et voilà, et je courais et je dormais dans un hôtel pas très loin d'Orly et je rentrais chez moi le lendemain. Ce qui fait que je faisais Marignane, Saint-Maur, course et retour en moins de 24 heures. Quoi. Donc c'était assez sympa pour moi. Voilà, donc c'était des courses de préparation. Hein. Bon, après, je ne l'ai pas fait, j'ai dû en faire, je sais pas, 7-8 fois jusqu'au jeu de Los Angeles, peut-être un petit peu encore après, mais c'était une bonne opportunité pour nous. Une bonne opportunité et l'occasion aussi pas de s'affronter, mais de concourir avec des personnes que tu allais peut-être rencontrer après sur d'autres compétitions. Ah ben pour moi qui était un stippler, ça me permettait d'améliorer mes temps sur le 15 ou sur le 3000. Hein. J'ai battu mon record du 1500 en 3,38, 34 ou 39 dans une course, 39, voilà, dans une course où il y avait je ne sais pas combien d'athlètes qui ont fait moins de 3,40. Quoi. Il y avait Wessing Hagel, l'Allemand qui était là, il y avait Pascal Thiebaud, il y avait Didier Bégoin qui est un des meilleurs coureurs de 1500. Il y avait un Algérien dont j'ai oublié le nom, mais qui était aussi un très bon athlète. Alors, voilà, ça nous permettait d'avoir des courses rapides. Et puis, il arrivait même moi, j'arrivais pour faire un 1500 et en fonction de l'adversité et des gens qui couraient le 3000, par exemple, il m'arrivait de changer et d'aller faire le 3000 parce que je savais que ça irait plus vite. Et pour une anecdote encore, mais qui ne me concerne pas moi, mais ça, je crois que ça vaut le coup parce que c'était mon ami, qui est toujours mon ami, Pascal Debacker, qui a été comme finaliste aux Jeux Olympiques de Los Angeles, qui a fait 8e. Donc, on était dans les années 86 peut-être, on était monté à Saint-Maur, donc de Marignane, pour faire le 1500. Et bon, moi, je m'en étais tenu à rester sur 1500. Et lui, comme il a vu que son meilleur ennemi, Raymond Pagnier, faisait le steeple, il m'a dit, bon, il me tape dans la main, il me dit, chiche que je fais le steeple. J'ai dit, moi, tu fais ce que tu veux, mais bon, on n'était pas venu pour faire du steeple. Donc, il me dit, si, j'ai envie de le faire le steeple, je vais lui montrer, parce qu'en plus, il était pas en très bon terme avec Raymond Pagnier, et encore moins avec l'entraîneur de Raymond Pagnier. Donc, il fait le steeple, il domine la course, la tête et des épaules. Il était tellement bien qu'il faisait des bras d'honneur à l'entraîneur de Raymond Pagnier, qui était sur le bord de la piste. Il s'insultait presque en courant. Et dans son euphorie, et il n'avait rien pris, hein, je vous jure qu'il n'avait pas pris de dope, rien du tout. Il était clair, on ne s'est jamais dopé. Et dans son euphorie, il a loupé la dernière rivière. Au lieu de se rabattre sur la rivière pour prendre la dernière rivière et gagner, il a continué sur la piste. Donc, quand il s'est aperçu de son erreur, il est revenu. Il était au niveau de la barrière. Hein, quand il est revenu, Raymond Pagnier venait juste de passer. Donc, il a fait deuxième de la course, mais il était ce jour-là sur les bases de 8-17. 8-17 à Saint-Maur sur un steeple qu'il ne devait même pas faire. Chapeau, vraiment, il était euphorique et très fort ce jour-là. Omar, je crois que tu as envie de prendre la parole. Non, mais je voulais que, là, je ne sais pas si Paul, Sébastien, je pense, n'a pas pu être là, ou Alex, Paul est là, j'ai vu. le spécialiste du 3000 mètres steeple, hein, parce que Paul, l'année dernière, effectivement, a été plusieurs fois à Saint-Maur et a battu plusieurs fois son record. Donc, je voulais savoir s'il voulait intervenir, poser des questions par rapport à cette discipline. Bonjour à tous. Merci de m'avoir encouragé à venir écouter l'interview et c'est très intéressant d'avoir votre histoire à raconter sur ce sujet. Moi, c'est vrai qu'à Saint-Maur, j'ai eu des courses à chaque fois
pas toujours réussie, mais enfin, en tout cas, toujours très, très prenante et passionnante. C'est vrai que je me retrouve face aux autres meilleurs du département et puis même de la région. Donc, à chaque fois, c'est très, très excitant. Et finalement, mon record, je l'avais l'année dernière. Je l'ai pas eu à Saint-Maur, je l'ai eu à Palaiseau, mais j'ai très hâte de retrouver Saint-Maur l'année prochaine, j'espère, pour faire mieux. Voilà. Merci Paul. Je précise qu'on t'avait pas prévenu qu'on allait te Oui, faire intervenir, donc merci. je rebondis au côté, voilà. Paul, pardon. Oui. Paul, est-ce que tu as une question par rapport au steeple, à l'entraînement, à poser à Joseph, parce que c'est un spécialiste de la technique, du passage de haie notamment. Oui, bah ça c'est quelque chose il faudrait plus d'une conférence pour expliquer comment améliorer sur le saut et anticiper l'arrivée de la barrière et comment la gérer. Puisque souvent, en plus, j'ai tendance à mal atterrir et donc m'écraser et c'est là où je suis distancé. Mais voilà, c'est des choses sur lesquelles je devrais essayer d'avoir des conseils si vous en avez. Voilà. On va Alors, vous mettre. la technique, c'est quelque chose qu'on travaille en principe quand on est un peu plus jeune, parce qu'on apprend plus vite la technique. Mais alors, chose que j'ai remarqué beaucoup chez les steeplers, c'est qu'ils attaquent la haie beaucoup trop près de la barrière, donc ce qui fait qu'ils montent, au lieu d'aller vers l'avant, ils vont vers le haut. C'est idem pour la rivière. Hein. Donc, il faut essayer d'attaquer la barrière un peu plus loin, ce qui fait que quand tu vas passer ta barrière, avec ton pied, tu vas rebondir et tu vas partir plus facilement. Si tu es trop près, tu vas monter et tu vas t'écraser après derrière la barrière. Donc, il faut alors, c'est vrai qu'avec l'expérience, moi, j'arrivais rarement sur le mauvais pied. Quoi. Donc, moi, je visualisais la barrière assez longtemps à l'avance, au moins 10-15 mètres avant, et je réglais dans les 10-15 dernières foulées celle-ci pour que je puisse arriver sur la bonne jambe. Donc, c'est un avantage. Et je passais aussi des deux pieds. Je passais les barrières des deux pieds, donc c'est aussi un avantage. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est ne pas attaquer trop près. Et quand on est pas attaquer trop près pour effectivement tendre un petit peu la jambe, pas trop la replier et puis en plus on est souvent gêné, donc il faut faire attention de ne pas chuter. Et sur la rivière, c'est pareil. La rivière, quand on est sur la barrière, quand on a posé le pied sur la barrière, il ne faut pas se redresser. Il faut rester courbé, penché un petit peu vers l'avant, de façon à avoir une poussée. Quand on est, la jambe ne doit jamais être tendue quand on est sur la barrière. Elle doit être fléchie pour avoir une poussée pour pouvoir repartir. Donc si vous voulez, au lieu de faire comme ça, il faut faire comme ça. Voilà. Et Joseph, justement, après la carrière sportive qu'on a découvert pour certains au cours de la conférence, tu es devenu entraîneur. Tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours d'entraîneur? Oui, alors ça n'a pas été enfin moi ça va, j'avais Marignane, donc c'est vrai que j'ai eu pas mal de chance. On dit, c'est Robert Hossein qui disait pour le théâtre, c'est TTC, c'était travail, talent et chance. Et je crois que j'ai eu un petit peu les trois. Le talent, j'en ai eu puisque j'ai des résultats. Le travail, on ne peut pas avoir de résultats, même si on a du talent, sans travail. Et la chance, c'est mes rencontres effectivement avec certaines personnes qui m'ont toujours mis le pied à l'étrier. Donc Marianne, c'est vrai qu'il a fallu penser à la reconversion d'abord. Avant d'entraîner, il a fallu que je pense à la reconversion. Bon, Marianne m'avait offert le poste de directeur des sports à Marianne, que j'ai quitté après pour des raisons politiques. Voilà, donc, et après, effectivement, en 2001, Benoît Z qui venait s'installer à Marseille, que je connaissais depuis qu'il était junior, puisque j'avais encadré les chemins du monde à Budapest de cross, et lui, c'était le leader chez les juniors. Donc, il est venu sur Marseille, et quand André Giraud, le président de la fédération, qui était aussi président de l'ASCO à l'époque, il avait dit tu as un entraîneur, etc. Il a dit non, mais il a dit moi je vais m'entraîner avec Joseph. Donc il est venu me voir un matin avec André Giraud à mon bureau, on a discuté, etc. Et quand il m'a fait la proposition, j'ai accepté tout de suite. Malgré après, j'ai eu tellement de gens qui m'ont dit non, il ne faut pas t'occuper de lui, il est spécial, etc. Pour ton image, etc. J'ai jamais réfléchi là-dessus, j'avais confiance en Benoît. Il a apporté son expérience du marathon, moi j'ai apporté mon expérience sur le court, parce que j'ai toujours dit à Benoît, si tu veux t'améliorer sur le marathon, il faut que tu sois bon sur 10 mètres. Quoi. Même les crosses qu'il ne voulait pas faire, il en a fait quelques-uns, et même avant le record d'Europe. Voilà, donc c'était une bonne expérience avec Benoît, parce que en 2002,
Donc, il gagne le marathon de Paris et en 2003, il bat le record d'Europe. Donc, il a fait 2 belles saisons. En 2004, il n'a pas perfé à Paris, mais il a fait quand même 2h09 sous la pluie à Londres. Il fait 4e de la course à Londres en 2004. Malheureusement, il a eu une petite blessure qui l'a empêché de bien briller en Australie pour les Jeux Olympiques, Sydney, mais puis je crois qu'il n'était pas très motivé pour faire les Jeux. Il préférait faire New York. Je me suis battu un petit peu avec lui pour ça, enfin battu dans le bon sens du terme. Il avait quelqu'un qui le conseillait plutôt sur le côté financier, et moi j'ai essayé de faire comprendre que les Jeux Olympiques, s'il avait une médaille, le côté financier ne se poserait plus parce qu'il aurait été invité partout. Et puis, voilà, mais voilà, ça a été vraiment une bonne expérience avec Benoît. Je suis toujours en relation avec lui. Il a créé un club qui s'appelle le BZ Team, donc j'en suis un des entraîneurs. Voilà, on est toujours resté en bon terme. Et puis après, j'ai entraîné Nathalie Chabran aussi, qui était championne de France de course en montagne. J'ai entraîné Millon, qui était vice-champion de France du chronomètre aussi. Et là, depuis, j'ai un petit peu levé le pied, quoi. J'entraîne plus, enfin, j'entraîne deux coureurs de route, mais de niveau moyen, qui m'ont sollicité pour que je leur donne des conseils. Voilà, c'est ce que je fais. J'entraîne plus au plus haut niveau. Donc un bon athlète fait un bon entraîneur. Pas forcément, aussi, mais voilà. Aussi. Je vais juste activer aussi le micro. Je vais me permettre, Pascal Braud, d'activer votre micro si vous voulez bien, pour que vous puissiez aussi intervenir si vous avez envie, puisque vous représentez le club de Saint-Maur et vous avez peut-être soit une question, soit un commentaire à nous, une expérience à nous partager. Donc, une question, non? Oui, bonjour une question. À tous, bonjour. à ceux que j'ai pas vu. Une question, non. Une remarque, oui, une remarque positive. C'est vraiment super sympa d'avoir parlé de nous. Alors quand je dis nous, c'est le club. Hein. C'est rare que des clubs s'intéressent à l'historique et aux soirées. C'est la première fois que je vois ça. Et c'est même pas nous qui l'avons fait. Donc, bravo à vous tous, à Emmanuel et à ceux qui sont intervenus. C'est vraiment super sympa. Il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs, a priori, très peu, si ce n'est zéro. Enfin, il y a quelques petits oublis, mais c'est pas grave. Mais vraiment super intéressant pour ceux qui ne connaissent pas et même pour ceux qui connaissaient. Je pense qu'il y a eu pas mal de rappels. Les soirées de Saint-Maur, alors moi, ça fait 10 ans que je m'occupe de l'organisation. Mais je courais quand j'étais cadet, junior, aux soirées de Saint-Maur aussi, parce que j'ai toujours été à la VGA. Et ça a un peu changé par rapport à avant. Il y a beaucoup moins de performances qu'avant. Mais bon, il y a quand même un peu de monde. Cette année, l'année dernière, on a eu 2600 dossards. Donc ça reste quand même correct, même s'il y a moins de... On a un petit décalage avec Pascal. Pardon? On avait un petit décalage, ça coupait ta vidéo, Pascal. Pardon. Donc, je disais qu'il y avait plus de meetings ailleurs. Donc, maintenant, les gens ont le choix de faire des performances. Oui, c'est ce que rappelait Gilles justement sur son historique, c'est qu'effectivement, il y avait moins de concurrence et que peut-être c'était plus le rendez-vous de tous les athlètes. Cette année, juste pour info, parce qu'il va falloir que je parte, là, il faut que je prenne la route. Cette année, il y aura… À moins de 100 km. Toutes les soirées sont annulées. Mais on réfléchit à en mettre, en positionner en septembre. Ouais, pas mal. En général, ça ne se fait pas, mais là, cas exceptionnel, vu que les championnats nationaux sont décalés à fin septembre, début octobre, même fin octobre pour les championnats de France cadet. On va essayer de mettre 2-3 soirées si les conditions sanitaires sont bonnes et si le stade est disponible, parce que notre maire, ce n'est pas notre pote, malheureusement. Donc, on ne sait pas si on aura le stade et on ne sait pas si les conditions sont réunies. Mais si on a ces deux conditions-là, et qu'on a aussi des bénévoles, parce que ça ne marche pas sans bénévoles, malheureusement. Donc, si c'est le cas, on fera quelques soirées, 2-3 soirées qualificatives pour les France. Et peut-être même inclure le championnat départemental. Très bien. Bon, Pascal, on t'entend. C'est compliqué. Pour l'instant, on ne sait pas. Voilà. Bon.
On Eh croise ben, les doigts, je dirais, on croise les doigts aussi, on espère comme pouvoir dit, se retrouver là-bas. Merci beaucoup Pascal et d'être intervenu alors que merci à ce n'était vous. pas prévu. Merci et puis bonne fin de Merci soirée. aussi à Joseph d'être venu. Ah ben, avec plaisir. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Jeanne, j'avais une Oui. petite remarque à faire. Joseph, tu as dit, à un moment donné, tu as parlé effectivement l'entraînement avec Benoît Z et tu as fait tu as dit, pour progresser sur marathon, si j'ai bien compris, il fallait aussi qu'il passe par le cross. Je pense que Ouais. l'importance de rappeler à nos plus jeunes ou l'importance du cross et de la piste pour s'améliorer sur le 10, le semi, le marathon. Voilà, c'est la remarque que je voulais que j'ai retenue sur ce que tu as dit entre autres. Ben, alors, pour Benoît, c'était un peu spécial parce qu'il préparait Paris, c'était au mois d'avril. Donc, pour travailler la vitesse, quand il a travaillé un peu l'hiver, parce on a surtout travaillé l'hiver, et comme il n'y a pas de course sur piste, donc c'était le cross qui faisait le relais avec la piste. Donc, voilà, le test, c'était le cross parce que c'était des 10-12 km. Et ça a été une bonne chose. D'ailleurs, au France, juste avant son record d'Europe, il a quand même fait dans les 10 premiers, je crois, de France de cross. Donc voilà, il avait des qualités. C'était un crossman au départ. Hein, c'était un coureur de 5000, 8000 et cross. Voilà, donc l'hiver, on faisait le gros de la préparation au niveau kilométrage et on incorporait de temps en temps des séances un peu plus rapides. Voilà, qui après, les tests, c'était effectivement les crosses. J'avais une question. Vas-y, Gilles. J'ai une dernière question, Jo. De mémoire, dans ta carrière, tu as eu une carrière très très longue. De mémoire, je crois que tu as fini 37 ans, tu es parti. C'est Ouais. quand même vachement tard hein, pour un steepler. Ouais. Et je voulais savoir pourquoi tu as tenu à aller et pousser ta carrière jusqu'au JO de Barcelone. Alors, j'ai été frustré 2 fois. J'ai été frustré, pour pas dire plus, en 80, parce que j'aurais dû aller aux Jeux de Moscou. Seulement, j'avais fait les minima internationaux. Et après, c'était le train national qui décidait si on y allait ou pas. Et je n'ai su que 5-10 minutes avant la finale des chemins de France à Lille. Je dis finale parce qu'on faisait les séries le vendredi et finale le dimanche. Maintenant, ça se fait plus, mais on faisait 2 courses au chemin de France. Il me dit, je t'emmène que si tu bats le record de France. Donc, j'avais fait 8,30, je crois, sur Steep, et le record de France à l'époque était 8,23. À Lille, c'était à Lille, il faisait une chaleur terrible, sans concurrence, puisque je dominais à l'époque un peu le Steep. Faire moins de 8,23 tout seul au chemin de France, c'était un peu compliqué, quoi. Donc, il me condamnait d'office à ne pas aller aux Jeux de Moscou. Et alors que quelques semaines avant, j'avais battu celui qui a fait 4e après au jeu, c'est-à-dire l'Espagnol Ramon, qui avait fait 4e. Bon, je ne dis pas que j'aurais fait 4e, hein, même peut-être pas finaliste, mais au moins j'aurais eu cette expérience qui m'a peut-être servi après pour Los Angeles. Donc je fais Los Angeles, je fais 2e. Et en 88, dans l'année, au cours de l'année 86, j'ai une pubalgie. J'ai une pubalgie que je soigne plus ou moins par infiltration. Je fais le chemin d'Europe à Stuttgart, je fais que 6e, alors que j'étais le favori, j'aurais même dû gagner. Donc après on me dit tu te reposes un petit peu et puis ça va aller, ça va vite revenir. Le problème c'est que c'est pas revenu quoi. Donc je me suis fait opérer en janvier 87. Janvier 87, donc je me fais opérer. J'ai mis des mois et des mois pour revenir parce que la douleur était toujours là. Et je n'ai su que, allez, disons, après cette année presque blanche, j'ai su début 88 que, non, quelqu'un m'a conseillé, c'est un kiné qui m'a conseillé d'aller faire un panoramique des dents parce qu'il dit, ça se trouve, c'est un problème de dents. Et effectivement, j'avais une dent de sagesse qui était à l'intérieur de la gencive, donc je me suis fait retirer. Et une fois qu'on m'a retiré cette dent, plus de problème de pubalgie. Donc, je me suis entraîné, j'ai préparé les Jeux parce que je voulais absolument finir sur les Jeux de Séoul. Les Jeux de Séoul, c'était en 88, donc j'avais 33 ans. Pour moi, c'était une belle fin de carrière, quoi. J'allais au jeu. Malheureusement, je fais encore les minima internationaux et je ne fais pas les minima français pour une seconde, je crois. Mais j'ai fait 2 ou 3 fois les minima internationaux. Et là, pareil, j'ai un problème avec le DTN. J'ai longtemps cru que c'était le président qui m'avait un peu sabré, mais c'était pas lui, c'est le DTN. Encore un problème politique. Il savait que j'avais soutenu quelqu'un à la présidentielle qui n'était pas son candidat. Je parle un peu politique, mais on va arrêter là. Donc, on me laisse à la maison. Je suis vice-champion olympique en titre, je suis recordman d'Europe. J'ai fait à l'époque 8,21, les minima c'était 8,20.
et on m'emmène pas au jeu, quoi. Et alors qu'il y avait qu'un athlète qualifié, c'était Raymond Panier. On aurait pu en prendre un deuxième, c'était pas un souci puisque j'avais fait une minima internationaux. Donc voilà, j'ai eu cette rancœur pendant longtemps. J'en ai voulu un petit peu à la Fédé pendant longtemps. Et je leur ai dit, bah, écoutez, vous m'avez pas emmené en 88, bah, je serai là en 92. Donc, je me suis, au lieu d'aller faire les courses sur route, beaucoup plus rémunératrices, et ben, j'ai voulu continuer sur la piste. 89, je fais la deuxième perf mondiale de l'année. Quand même, je reviens, je gagne jamais éternel, je fais la deuxième perf mondiale de l'année. 90, je vais au chemin du monde. Bon, je suis finaliste au chemin du monde en 90. Et 91, et je reviens champion de France. 92, champion de France. Et je fais les minima. Donc, ils étaient obligés de m'emmener à Barcelone. Voilà, donc j'ai fait les Jeux de Barcelone 4 ans après Séoul, on n'avait pas voulu m'emmener. Et après, effectivement, quand j'ai eu la start list des finalistes et que le plus jeune avait 26 ans, et moi j'en avais 37 à l'époque, je me suis dit là, il faut que j'arrête les bêtises, il faut que j'arrête là, que je me reconvertisse, que je pense à autre chose. Voilà, on peut avoir été. J'avais eu mon carrière, j'ai commencé à 11 ans, je finis à 37 ans. Avec un peu le haut niveau, puis mais pas en cadet, puisque j'avais 17 ans à l'époque. Donc, 20 ans de haut niveau. Et voilà, je me suis arrêté, il fallait que je me reconvertisse. Voilà, donc j'ai tout arrêté à ce moment-là. Et j'ai eu un ras-le-bol de la course à pied. Hein. Je peux vous dire, dès que j'ai dit c'est fini, je m'arrête parce que j'avais un boulot, hein, j'étais directeur des sports, j'ai eu un ras-le-bol complet. Mais vraiment, il fallait même pas me dire d'aller faire un footing de 2-3 km, j'y arrivais plus. Pendant 4-5 ans, j'étais écœuré, j'avais plus envie. Pas écœuré, c'était un grand mot, mais j'avais plus envie. Voilà, j'allais faire un peu de vélo, j'allais marcher, j'allais faire un peu de tennis, mais j'avais plus du tout envie de courir. Ça, c'est un témoignage qu'on entend souvent chez les sportifs de haut niveau. Alors, Gilles, Omar et Yvan, est-ce que vous avez une dernière question ou un dernier témoignage sur les soirées de Saint-Maur ou sur Joe avant de conclure? Une petite dernière question. Enfin, je ne sais pas si on aura d'autres, mais moi, une dernière. J'ai juste une petite anecdote et une question. Moi, je me souviens que, bon, comme tu as un homme qui a du cœur et que tu savais que tu venais de l'Essonne et de Vigneux, donc tu as été parrain pendant des années sur une petite course sur route qui était les 15 km de Vigneux, où tu venais chaque année en parrain, même tu y as couru au départ. Et moi, je me souviens la première fois que j'y ai participé, ça aurait été une de mes premières courses avec Paris-Versailles. Et j'étais vraiment impressionné. Je finissais mon échauffement. Et je me souviens que tu avais fait venir une ribambelle d'athlètes de haut niveau. Il y avait Pascal Thiebaud qui avait fait les Jeux. Il y avait Chauvelier, etc. Et je voyais faire des lignes droites avant le départ. Mais je me disais, mais est-ce qu'ils vont prendre le départ? Est-ce qu'ils vont partir? C'est pas possible. Et puis, j'étais avec un copain qui commençait la course à pied en même temps que moi. Et lui, il a fait beaucoup plus doucement que moi. Et sur le 15 km, il vous a vu passer. Il m'a dit, j'ai cru que j'avais vu un TGV passer à côté de moi. J'ai vu des mecs souffler. Il s'est pris un tour sur le 15 km. Voilà, parce que c'était 3 de 5. Non, mais c'est vrai que j'avais réussi à faire venir Alex Gonzalez, Chauvelier, effectivement Pascal Thiebaud, tous les copains étaient venus. C'était mon jubilé. J'avais fêté mon jubilé à Vigneux. Et puis, bon, effectivement, j'étais parrain de cette course. Il faut dire, j'ai été invité par ton frère qui était directeur des sports, donc il m'avait invité. Moi, ça me faisait plaisir de le retrouver et de retrouver Vigneux, je ne veux pas dire qu'il m'a tant donné, mais qui m'a permis de faire mes premiers pas en course à pied. Puis après, c'est vrai, quand on dit TGV, c'est vrai qu'on allait vite à l'époque. Je vais d'abord vous raconter encore une dernière petite anecdote. Juste après les Jeux de Séoul, où je ne suis pas sélectionné, donc je m'en vais pour la première fois en vacances. Je vais au Maroc, je vais à Agadir au Maroc dans un club avec ma femme, ma fille, et je voulais pas courir. Hein. Je m'étais dit, je vais là-bas pour faire plaisir un peu à ma femme. Je dis, bon, je vais me donner une semaine de vacances, vraiment tranquille. Donc, je me mettais toujours au bord de la piscine et il y avait un gars qui tous les matins venait, il disait jogging, jogging. Il organisait un jogging sur la plage. Et une fois, il vient me voir une fois, 2 fois, 3 fois. Et après, il se moquait de moi, quoi. Il ne savait pas qui j'étais, hein, il me disait, alors le sportif, elle est bonne l'eau. Et après, à la fin, sur le dernier jour du séjour, j'ai dit, je vais quand même aller avec lui. Je vais quand même aller courir. Donc, je vais avec lui. Je lui dis, bah, tiens, demain, je vais venir avec toi. Donc, il me dit, il n'y a pas de souci, tu viens, sportif, il n'y a pas de souci. Donc, on part sur la plage. Il y avait quelques athlètes, enfin, quelques vacanciers qui étaient là. Et donc, je le laisse partir. Il mène un petit peu. Et puis, voyant que j'étais toujours là, je le vois accélérer. Puis, on était 2 avec un autre gars qui était là. Et au bout de pas longtemps, hein, je te promets, il n'a pas tenu longtemps. Il a dû faire ça pendant, allez, 1 km, 1500 mètres peut-être.
Et à un moment donné, je le vois s'arrêter, il met les mains sur les genoux, il fait, ouf. Et nous, on part avec le gars. Et le gars, au bout de 4-5 km, il me dit, mais je suis sûr que je te connais. Ah, je dis, ouais, genre, je lui explique un peu qui j'étais. Il m'a dit, j'étais sûr parce que je t'ai vu courir à Bruxelles quand tu as battu le record d'Europe. Ah, ben voilà. En revenant, donc on croise, il était déjà en train de, pas de prendre l'apéro, mais il était déjà rentré. Il me dit, oh, je ne vais pas plus vous suivre parce que j'avais un petit point de côté, mais sinon, d'habitude, je vais beaucoup plus vite, quoi. Et je lui ai pas dit qui j'étais à l'époque encore. Quand je suis rentré à Marignane, je lui ai envoyé une petite carte dédicacée pour lui dire qui j'étais. Donc il a dû se dire oh là là. Voilà, c'était des anecdotes. C'est vrai que même à l'entraînement, il y a combien d'athlètes qui venaient s'accrocher à nous pour essayer de nous faire mal parce qu'ils essayaient d'accélérer pour nous faire mal. Ça marchait jamais, quoi. À un moment donné, c'est eux qui explosaient avant nous. Mais voilà, ces anecdotes qui sont marrantes. C'est vrai, j'en ai plein. Même avec Radouane, comme je te le disais, Radouane, c'est un tête qui était très doué, mais sa perte, ça a été sa victoire à Sao Paulo. Il a gagné Sao Paulo et ça l'a plutôt desservi que servi parce que il a cru qu'il était arrivé, il a commencé à relâcher l'entraînement. Et puis moi, je suis parti après sur Marignane. On s'entraînait toujours ensemble, mais on faisait effectivement, comme tu disais, on allait dire à Châtillon. On faisait aller-retour, ça faisait 16 km. On partait toujours, bon, sans compter les fois où je l'attendais. Mais voilà, dommage parce qu'il aurait pu faire aussi une belle carrière. Je vais me permettre d'activer aussi le micro de Claude Lacherest qu'on a vu tout à l'heure sur une photo de l'inauguration de la piste. Si Claude, vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas. Voilà. Ça fonctionne, oui. Oui, très bien, vous entend. Bonsoir à tous. Je veux dire, bonjour. Je veux dire un grand bonsoir à Joseph. Je ne sais pas s'il se rappelle de moi. On était des sérieux concurrents en junior. Ouf, en junior, oui. Ouais, c'est possible. Avec Rochery. Tu étais à quel club? C'est à Sevran. D'accord. Ouais, il y avait Rochery, Foscolo. Ouais. Foscolo, Rochery, la grande époque. Ouais, c'est ça. Radouane Bouster qui est un peu plus vieux que nous, mais les régionaux, il y a eu plus. Et puis jusqu'au championnat de France. Et puis on était même ensemble en stage national à Camaret. À la Cano. La Cano, Cap-Breton. On a fait Cap-Breton, la Cano. Ouais, on a fait pas mal de stages. Des stages de Pâques. Donc ça fait tourner le te revoir. On se serait croisé, je t'aurais peut-être pas reconnu. Ça va? Ouais, j'ai laissé tout simplement. Alors, comme je dis à tout le monde, j'ai pris un peu de poids et j'ai perdu pas mal de cheveux. Voilà, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le lot de tout le monde. Bon, bah écoutez, je vois qu'il y a des retrouvailles qui se font grâce à l'Azur, donc on est ravis. Mais Jeanne, vous êtes sur le stade là ou c'est une photo derrière vous? Ah, c'est une photo, ça vient. Ah, d'accord, c'est super. Je me disais, il fait beau à Paris pour une fois. Ouais. Bon. Il a fait beau. Alors, Marseillais. On va arriver au terme de cette conférence. Il va falloir se quitter quand même. Et, alors, une toute petite dernière chose, vraiment une petite dernière chose. Ouais. C'est encore de nouveau 36 ans après. Je me souviendrai toujours de cet été 84 devant ma télé aux Minguettes et on regardait Carl Lewis, Evelyn Ashford et tant d'autres. Et on a vraiment vibré en famille quand on a vu ta deuxième place à l'époque. Voilà, alors, de nouveau, félicitations. Je pense qu'on peut les mettre dans le Guinness des records parce que 36 ans après, ouais, merci. Tu dois en recevoir encore. Hein, ouais, je reçois encore des coups du courrier pour des autographes, beaucoup d'étrangers. Donc, mais en plus, tu as dû veiller parce que j'ai couru, je crois que c'était l'équivalent de 3 h du matin, hein, je crois, comme ça. Oui. C'était. On s'en souvient parfaitement. Nous, on t'a vu commencer l'athlétisme, on t'a vu courir autour du bâtiment et on t'a vu d'un coup à la télé, on était tous, on pleurait tous. Parfaitement. Voilà, ça fait plaisir. Bon. En tout cas, Joseph, on était vraiment ravis de vous accueillir. C'était un plaisir. Et puis, merci pour votre disponibilité. Vous avez répondu présent tout de suite. On a fait un petit test avant. Vous avez été aussi disponible. Donc, voilà, c'est un plaisir pour nous. Je vais aussi remercier Pascal Brault qui a pris la parole tout à l'heure, Claude Lacherest, Emmanuel, notre présidente, qui a l'initiative de cette conférence ce soir. Et puis, bien sûr, nos trois camarades férus d'histoire de l'athlétisme, Gilles, Yvan et Omar, qui ont tenu à partager ça avec vous ce soir. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de les écouter
à d'autres reprises. Ils ont encore plein de choses à nous raconter, je suis sûre. Et puis, écoutez, je vous remercie tous de votre participation. C'était encore une belle occasion de se voir. Je vais allumer les micros. Merci pour l'invitation, ça m'a fait très plaisir. Et puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui était présent à cette visio. Donc vraiment très sympa, hein. J'ai passé un bon moment en votre compagnie. Bon, on est ravis alors. Merci voilà. beaucoup. Je vais remettre les micros pour que vous puissiez aussi partager vos réactions. Et puis vous souhaite à tous une bonne soirée et vous dire à la prochaine. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Ouais, merci Joseph. C'était franchement. Merci beaucoup.